Je suis la lieutenant-colonel Grace Alberg. À 38 ans, je me trouvais dans la maison de mon enfance, à Annapolis. Un fantôme importun, à une fête en l'honneur de l'homme qui m'a volé ma victoire, mon frère. Mon sourire était un cessez-le-feu, une pause calculée avant que la vraie bataille ne commence. Puis ma belle-mère, Déborah, m'a acculé, sa voix une lame de soie. Grace, ma chérie, tu n'essaies pas de lui voler la vedette avec cet uniforme, n'est-ce pas? C'est la journée de Lucas. Ces mots ont été un coup direct, une détonation qui a brisé des années d'endurance silencieuse. J'ai senti le froid familier s'infiltrer jusqu'à la moelle de mes os, mais j'ai soutenu son regard. Avez-vous déjà été forcé d'applaudir la personne qui a volé l'œuvre de votre vie? Ils ont pris mon silence pour une reddition. Ils étaient sur le point d'apprendre que l'arme la plus dangereuse est une femme qui n'a plus rien à perdre. Cette pensée était une pierre froide et dure dans mes entrailles. J'avais répété ce moment pendant tout le trajet de 2 jours depuis le Nevada. Mon vieux Ford F-150 poussiéreux, un contraste frappant avec les Mercedes et les BMW rutilantes qui bordaient maintenant la longue allée de gravier. Mon camion, comme moi, n'avait pas sa place ici. C'était leur monde de pelouses entretenues et de vieilles fortunes discrètes. L'invitation, si on pouvait l'appeler ainsi, était encore froissée dans la boîte à gants. Elle était arrivée seulement 3 jours plus tôt, une pensée après coup, une courtoisie étendue si tard que c'en était une insulte. J'ai pris une profonde et stable inspiration. L'air salin de la baie de Chesapeake a rempli mes poumons. C'était l'odeur de mon enfance, une odeur maintenant mêlée à l'amertume de l'éloignement. Je n'étais pas là pour les canapés, ni pour les conversations polies. J'étais là pour les affronter. La porte d'entrée s'est ouverte sur une vague de chaleur, de rire et de tintements doux de verre. Mon frère, Lucas, l'homme du jour, se tenait près du grand escalier, grand et bronzé, acceptant les félicitations avec un charme facile et exercé. Il racontait une histoire, mon histoire, à propos d'une évasion de justesse à Kandahar. Sa voix résonnait d'une bravoure qu'il avait empruntée. C'était un bon acteur, je devais le lui accorder. C'est à ce moment-là que Déborah a fait son mouvement, exécutant une manœuvre sociale impeccable qui m'a laissé isolé, près de la cheminée crépitante. Elle tenait son verre de chardonnay comme un sceptre, son sourire un masque parfait et poli. « Grace, ma chérie, a-t-elle chuchoté, sa voix une lame de soie alors qu'elle me toisait de haut en bas. Tu n'essaies pas de lui voler la vedette avec cet uniforme, n'est-ce pas? C'est la journée de Lucas. » Les mots m'ont frappé comme des éclats d'obus, m'arrachant le souffle. J'ai senti le froid familier s'infiltrer jusqu'à la moelle, mais j'ai soutenu son regard. Mon entraînement militaire a pris le dessus, visage neutre, main stable. Mais à l'intérieur, ces mots ont été une détonation, brisant des années d'endurance silencieuse. Elle n'avait pas terminé. Voyant un sénateur d'État approcher, elle a posé une main possessive sur mon bras, son contact ressemblant à une marque au fer rouge. « Sénateur, vous connaissez ma belle-fille, Grace, a-t-elle dit, son ton dégoulinant d'une fausse sollicitude. Elle fait de la paperasse pour l'armée, là-bas, au Nevada. Nous sommes si heureux qu'elle ait un travail aussi sûr. Nous nous inquiétons toujours pour elle. De la paperasse. Elle avait réduit mon commandement, mes stratégies, les vies dont j'étais responsable à de la paperasse. Elle m'a dépeinte comme une chose fragile dont il devait s'inquiéter, alors que Lucas était le héros. Le sénateur m'a fait un signe de tête polie et dédaigneux, et a reporté son attention sur elle, me laissant debout dans l'ombre qu'ils avaient si habilement projetée. Je n'existais pas en tant que soldat, seulement comme une note de bas de page à l'histoire de mon frère. Mes yeux ont balayé la pièce, à la recherche de mon père. Je l'ai trouvé, tenant sa cour près du meuble à liqueur, riant avec un général à la retraite. Son nom était Donald Alberg, et il était l'architecte de cette fiction. En parlant, il a fièrement fait un geste vers Lucas. Ses yeux ont balayé la pièce et sont passés juste au-dessus de moi, non pas avec méchanceté, mais avec une indifférence qui était d'une certaine manière pire. C'était comme si j'étais un meuble, un élément du décor. Puis, je l'ai vu, sur le lourd manteau de cheminée en chêne. En place d'honneur, se trouvait un grand cadre en argent orné. C'était une photographie de Lucas et moi, de ma dernière mission en Afghanistan. Nous deux, en tenue de combat du désert complète, plissant les yeux sous le soleil dur. Ou plutôt, c'était une photo de nous. Mon estomac s'est noué. La photo avait été brutalement recadrée, m'excisant presque complètement, ne laissant que le bord de ma manche et une mince bande de mon épaule pressée contre le côté de mon frère. J'étais un membre fantôme,
un vestige qu'ils avaient été trop paresseux pour éditer complètement. Sous l'image, une plaque en laiton fraîchement poli était fixée au cadre. Les mots gravés se sont inscrits dans mes rétines. Capitaine Lucas Hallberg, architecte de l'opération Resolute Spear. Mon sang s'est glacé. Le faible bourdonnement de la fête s'est estompé en un rugissement lointain. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas de l'inattention. C'était un acte délibéré d'effacement. Ils n'avaient pas seulement ignoré mes réalisations. Ils les avaient volées, retitrées et montées sur le mur pour que tous les admirent. Ils avaient pris mon histoire, l'histoire que j'avais écrite dans la poussière, la sueur et le sang, et y avaient apposé le nom de mon frère. Cette photographie sur la cheminée n'était pas la première fois que j'avais été coupé du cadre. Dans ma mémoire, les modifications étaient simplement moins littérales. Les excisions étaient gravées dans des moments qui auraient dû être les miens. Debout là, au milieu des verres qui teintaient des rires forcés, le bruit de la fête s'est estompé, et le passé a déferlé comme un lourd brouillard de la Chesapeake. J'ai été transporté à une journée de juin torride, à West Point, le soleil frappant le vert parfait des terrains de parade, rendant le laiton poli de nos uniformes presque trop brillant pour être regardé. C'était le jour de la remise des diplômes. 4 ans de discipline implacable, de réveil à 4 heures du matin, de pousser mon corps et mon esprit à leurs limites absolues, avaient mené à ce seul moment triomphal. Vêtu de l'emblématique gris et blanc, mes gants blancs impeccables et propres, je me tenais en formation, mon regard balayant la mère de famille en liesse dans les gradins. Je les cherchais, un espoir désespéré et enfantin vacillant dans ma poitrine. Je voyais mes camarades de classe être portés sur les épaules de leur père, leur mère pleurant de joie sans tenue. Je voyais des frères et sœurs brandir des pancartes faites maison avec des insultes affectueuses et idiotes. Je n'ai rien vu pour moi. L'espace où ma famille aurait dû être était un vide béant. Mon père avait appelé la veille. Sa voix, douce et professionnelle, comme s'il s'adressait à un subordonné, m'a informé d'une réunion client inévitable. Il a dit qu'il était fier, bien sûr, mais que les affaires étaient les affaires. Les mots étaient creux. Un scénario préécrit qu'il avait probablement déjà utilisé. Ma belle-mère, Déborah, n'avait même pas pris la peine d'appeler. Un bouquet criard de lys blanc, une fleur à laquelle je suis allergique depuis l'enfance, un fait qu'elle connaissait sûrement, était arrivé à ma caserne avec une carte. Sa signature y figurait, mais le message, un si fier de toi générique, semblait avoir été écrit par un assistant. Plus tard, un message vocal arriverait, sa voix douce et impersonnelle, me souhaitant bonne chance, comme si je venais de passer mon permis de conduire. Et Lucas, mon frère, mon camarade soldat, a envoyé un texto. Il contenait un seul et unique mot, félicitations. Je suis resté là, une statue au milieu d'une célébration. Le poids de mon diplôme semblait incroyablement lourd dans ma main. Le sentiment écrasant d'accomplissement que j'avais anticipé, le sentiment dont j'avais rêvé pendant 4 ans, s'est dissous en une douleur creuse. C'était la première et peut-être la plus profonde coupure. La prise de conscience cuisante que l'accomplissement suprême de ma vie était, pour ma propre famille, un inconvénient, un événement qui ne valait pas la peine de changer leur emploi du temps, une réussite indigne de leur présence. Le souvenir a changé, la chaleur de l'été remplacée par la chaleur étouffante d'un Noël des années plus tard. Nous étions tous réunis dans le salon de cérémonie, l'air épais de l'odeur du sapin de Douglas imposant et du pot-pourri cher et écœurant de ma belle-mère. Un feu crépitait dans l'âtre, projetant une lueur chaude sur les cadeaux parfaitement emballés. Lucas, assis dans un fauteuil moelleux comme sur un trône, a ouvert le sien en premier. C'était une petite boîte lourde de mon père. À l'intérieur, nichée sur un coussin de velours noir, se trouvait la Rolex vintage de notre grand-père. Un héritage, un legs. Mon père lui a tapoté l'épaule, sa voix épaisse d'une rare démonstration d'émotion. Ceci appartient à celui qui portera le nom Hallberg, a-t-il annoncé à la pièce, son regard balayant les parents assemblés, m'excluant délibérément. Puis ce fut mon tour. Déborah m'a tendu une fine enveloppe impeccable, un symbole rouge vif de joie des fêtes qui ressemblait à une moquerie. Mon nom était écrit sur le devant, de son écriture parfaite et en boucle. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une carte cadeau Amazon de $50. Un silence étouffant est tombé sur la pièce. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a compris le gouffre entre les deux cadeaux. Nous pensions que tu préférerais quelque chose de pratique, Grace, a dit Déborah, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Avec ton style de vie, nous avons pensé que les achats en ligne sont probablement plus faciles à gérer pour toi. Pratique.
C'était le mot qu'elle utilisait pour décrire ma vie, ma carrière, mes choix. C'était un euphémisme pour nom féminine, instable, autre. On a donné un héritage à Lucas. On m'a donné une transaction, une reconnaissance de $50 qu'il ne me connaissait pas et n'avait aucune intention d'essayer. La carte cadeau ressemblait à une indemnité de départ, un paiement pour service rendu en tant que fille, une déclaration claire et finale de ma place dans la hiérarchie familiale. J'étais secondaire, une outsider, une pensée après coup. Mais au milieu de ce froid, il y avait un souvenir qui brûlait d'une chaleur féroce et protectrice. C'était le souvenir de ma grand-mère, Margaret, la mère de mon père. Après cette remise de diplôme solitaire à West Point, après les fleurs et le texto d'un mot, c'est elle qui s'est présentée. Elle a conduit 8 heures d'affilée depuis sa maison en Caroline du Nord, sans s'arrêter. Sa vieille Buick s'est arrêtée devant ma caserne vide, juste au crépuscule. Elle m'a trouvé assise sur ma malle de pied, et sans un mot, elle m'a simplement serré dans ses bras. Puis elle m'a emmené dans un petit restaurant sans prétention, près de l'autoroute, le genre avec des banquettes en vinyle rouge craquelé et l'odeur constante de café et de bacon frit. C'était réel. C'était honnête. Elle n'a pas offert de platitudes ou d'excuses pour eux. Elle nous a commandé à toutes les deux un café noir et une part de tarte aux pommes à la mode, puis a tendu la main sur la table et a pris la mienne dans la sienne, sa poigne étonnamment forte, ses yeux du même bleu clair que les miens, me regardant directement. Voyant au-delà de l'uniforme et du sang-froid soigneusement construit. Ne les laisse jamais définir ta valeur, Grace, a-t-elle dit, sa voix basse et régulière, perçant le murmure silencieux du restaurant. Ta lumière est trop vive, et ça leur fait peur. Ils ont peur d'être laissés dans l'ombre. C'est tout ce que c'est, de la peur. Elle ne me réconfortait pas seulement. Elle m'armait. Elle était la seule à voir le champ de bataille pour ce qu'il était. Pas un désert lointain, mais l'acajou poli de la table de salle à manger de notre famille. Elle voyait leur peur, leur jalousie, leur rejet calculé pour ce qu'ils étaient. Ces mots étaient une bouée de sauvetage, une encre dans le chaos tourbillonnant de leur indifférence. Elle était la voix qui murmurait que je n'étais pas folle de ressentir ce que je ressentais. Sa voix était la seule raison pour laquelle je ne m'étais pas brisé en 1000 morceaux, il y a longtemps. Les mots de ma grand-mère sont devenus mes nouveaux ordres de mission. Ne les laisse pas définir ta valeur. Et donc, je suis parti. 2 sacs de marin vert olive et mon Ford F-150 cabossé, c'est tout ce que j'ai pris de cette maison d'Annapolis. J'ai conduit vers l'ouest, laissant derrière moi le vert luxuriant du Maryland pour le soleil implacable et punitif de l'Arizona. Ma destination était Fort Huachuca, une base de renseignement plantée au milieu d'un vaste et impitoyable désert. Mon premier appartement était un studio exigu, au-dessus d'une laverie automatique ouverte 24 heures sur 24. L'air était perpétuellement épais de la douceur chimique de l'adoucissant et du bourdonnement oppressant des machines en dessous. C'est tout ce que je pouvais me permettre, après avoir payé la caution et le premier mois de loyer avec les quelques économies que j'avais. Pendant ce temps, un simple appel téléphonique de mon père avait assuré à Lucas un spacieux appartement meublé, dans le nouveau complexe de logement pour officiers, avec piscine et vue sur les montagnes. Ma vue était un parking en gravier. Mon père n'a jamais appelé pour savoir si j'étais arrivé saine et sauve. C'était ma punition pour mon entêtement, comme il l'appelait. Il attendait que j'échoue, que je revienne en rampant et que j'admette que je ne pouvais pas survivre sans que le nom albergue ne me soutienne. Chaque soir, après une journée harassante à la base, je m'asseyais sur une boîte en carton retourné qui me servait de seul meuble, mangeant des nouilles instantanées directement du gobelet. Je regardais l'étendue infinie du désert, le ciel virant à un violet meurtri au crépuscule, et une mince parcelle de doute s'insinuait. Avais-je fait une terrible erreur ? Mais je me souvenais alors du regard sur son visage, du geste dédaigneux de sa main, et je savais que je ne pouvais pas faire marche arrière. Je préférerais mourir de faim dans ce désert, plutôt que d'étouffer dans leur cage dorée. À la base, j'ai rapidement appris que mon nom était à la fois une bénédiction et une malédiction. Mon nouveau commandant, le colonel Miller, était un vieil ami de mon père. Il a vu Balberg sur mon dossier et m'a regardé avec un scepticisme immédiat et profond, comme si j'étais une imposture qu'il était tenu par l'honneur de démasquer. Je devais travailler 2 fois plus dur que n'importe quel homme de mon équipe, juste pour être considéré comme moitié moins bonne. Les plans tactiques que je passais des nuits à développer étaient souvent accueillis par un grognement non engageant. On va prendre ça en considération, lieutenant, disait Miller, en jetant mon rapport sur une pile d'autres papiers. Une semaine plus tard, un collègue masculin présentait une idée étonnamment similaire en réunion,
reformulé de sa propre voix de baryton confiant, et était accueilli par des éloges enthousiastes. Excellente initiative, Johnson, Tony Miller. J'ai appris à travailler en silence. J'ai cessé de proposer mes meilleures idées en forum ouvert. Au lieu de cela, je les ai déversées dans mes rapports officiels, créant une trace écrite méticuleuse. Je me suis porté volontaire pour les missions que personne d'autre ne voulait. Le quart de nuit à analyser des images de surveillance de drones jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Le service de vacances à faire des inventaires dans des entrepôts étouffants. Mes repas sont devenus tout ce que je pouvais manger à mon bureau, une barre Cliff et du café noir amer de la cafetière de la salle de pause. Je ne me suis pas plainte. J'ai canalisé le ressentiment, l'injustice cuisante, et je l'ai transformé en carburant. Je me rendrais si indéniablement excellente qu'il ne pourrait plus m'ignorer. Une nuit, j'en étais à ma 36e heure de veille consécutive, plongeant dans les communications ennemies cryptées pour un rapport critique. Mon monde s'était rétréci à la lueur verte du moniteur. L'épuisement était un poids physique qui m'écrasait. Alors que j'attrapais ma tasse de café, ma main a tremblé et le liquide brûlant a débordé sur mon poignet. Une douleur fulgurante a parcouru mon bras, mais il n'y avait pas de temps pour réagir. J'ai haleté, j'ai juré entre mes dents, et j'ai enveloppé ma main dans une liasse de serviettes en papier rugueuse du distributeur. Puis je suis retourné à l'écran. Le rapport était plus important que la douleur. Le lendemain matin, j'ai posé le rapport terminé sur le bureau de Miller. Il y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé, ses yeux vides de reconnaissance. « Très bien, Alberg, laissez-le là » fut tout ce qu'il a dit. Pas de merci, pas de reconnaissance du travail. Ce soir-là, de retour dans mon appartement étouffant, le bourdonnement constant des sèche-linges en dessous ressemblait à une provocation. J'ai déroulé les serviettes en papier. Une vilaine cloque suintante s'était formée sur mon poignet, et dans le silence total de cette pièce, j'ai finalement craqué. Les larmes n'étaient pas pour la douleur cuisante de la brûlure. Elles étaient pour la solitude profonde et écrasante. Il n'y avait personne à appeler, personne pour m'apporter une poche de glace, personne pour me dire que ça irait. La cloque était un symbole parfait et douloureux de ma nouvelle réalité. Sur cette route, j'étais complètement seul. Chaque blessure, grande ou petite, je devrais la guérir moi-même. Après une nuit passée dans les profondeurs d'un désespoir solitaire, le soleil du désert m'a semblé inhabituellement dur. Le lendemain matin, j'étais dans la salle de conférence principale avant l'aube, le silence de la base contrastant fortement avec le tumulte de mon esprit. Je me suis concentré sur mon travail, laissant les données complexes sur l'écran être mon refuge. La première personne à percer le mur que j'avais construit autour de moi fut celle que j'attendais le moins. Il n'était pas un ami de mon père. Il ne faisait pas partie du réseau de vieux copains. C'était le brigadier général Rowe, un Coréen-américain de deuxième génération avec des yeux gentils et intelligents, et une réputation d'être dur mais juste. Il est entré dans la pièce à 5 heures du matin, m'a vu pencher sur mon ordinateur portable, et au lieu de passer, il a marqué une pause. Quelques minutes plus tard, il est revenu et a posé un mug en céramique fumant sur la table à côté de moi. La chaleur a traversé la porcelaine, jusqu'à mes mains froides. « Lieutenant » a-t-il dit, sa voix calme mais claire. « J'ai lu votre analyse des routes d'approvisionnement ennemies, la nuit dernière. C'était brillant. Vous avez vu un schéma que toute mon équipe a manqué. » J'ai levé les yeux, stupéfaite au point d'en rester muette. Pendant des mois, mon travail avait été soit ignoré, soit volé. Le voir non seulement vu, mais compris et loué par un général, qui plus est, semblait surréaliste. Ce simple mug de café noir, offert sans fanfare ni attente, contenait plus de chaleur et de respect sincère que tous les compliments creux que ma famille m'avait jamais donnés. Je n'ai réussi qu'à bredouiller un « merci, monsieur étranglé ». À partir de ce jour, le général Rowe est devenu un mentor discret. Il n'en a pas fait tout un plat, mais il a commencé à m'inclure dans des briefings de haut niveau. Il me demandait spécifiquement mon avis, forçant les autres officiers dans la pièce à écouter. Il me donnait une plateforme, non pas à cause de mon nom de famille, mais malgré celui-ci. Il a été le premier rayon de lumière. Le second est venu un jeudi solitaire de novembre. C'était le jour de Thanksgiving, une fête que j'en étais venu à redouter. À la maison, c'était une grande affaire, remplie de gens que je connaissais à peine, et de la pression étouffante des attentes de ma famille. Ici, ce n'était qu'un jour comme les autres. Je m'étais déjà résigné à un dîner de lasagne surgelée et au silence de mon appartement. Puis on a frappé à ma porte.
C'était le sergent-chef Maria Torres, une sous-officier vive et directe de mon unité, une femme formidable que je respectais immensément. Elle se tenait là, en civil, un tablier coloré noué autour de sa taille. « Lieutenant-colonel » a-t-elle dit, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Mon mari a fait beaucoup trop de dinde. Vous n'allez pas passer la fête seul. Prenez votre manteau. » J'ai commencé à protester, à dire que j'allais bien, que j'avais du travail à faire, mais elle a juste secoué la tête, un petit sourire sincère sur le visage. « Ce n'était pas une demande, madame. » Je l'ai laissé me conduire à sa petite maison bien rangée, de l'autre côté de la base. Au moment où j'ai franchi la porte, j'ai été enveloppé par les sons et les odeurs dont je ne réalisais pas que j'avais été affamé, le rire chaotique de ses 3 enfants, l'arôme savoureux de la dinde et de la farce qui rôtissait. Et le parfum doux et épicé de la tarte à la citrouille qui refroidissait sur le comptoir. Son mari, un entrepreneur civil au visage aimable, m'a serré chaleureusement la main. Leurs enfants m'ont montré leur création en Lego. Ils n'ont pas posé de questions sur ma famille ou mon passé. Ils ont juste tiré une chaise pour moi à leur table bondée, m'ont passé la purée de pommes de terre, et m'ont incluse. Alors que j'étais assise là, à les écouter se disputer de bonne humeur sur la meilleure partie de la parade de Maciès, une chaleur s'est répandue dans ma poitrine, qui n'avait rien à voir avec la nourriture. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti ce qu'une famille était censée ressentir à Thanksgiving. Lentement, presque sans que je m'en aperçoive, un nouveau genre de famille a commencé à se former autour de moi. Ce n'était pas une famille de sang, mais de buts communs et de respect mutuel. C'était le général Rowe, qui voyait mon esprit. C'était Maria, qui voyait ma solitude. C'était une poignée d'autres soldats de mon équipe, qui avaient vu mon éthique de travail et en étaient venus à faire confiance à mon jugement. C'était eux qui restaient tard avec moi, qui m'apportaient à manger quand j'oubliais de le faire. Qui écoutaient quand la pression devenait trop forte. Un vendredi soir, après un exercice de terrain particulièrement éprouvant de 2 semaines, nous nous sommes tous retrouvés dans un bar de quartier, juste à côté de la base. Le genre d'endroit avec des sols collants, un jukebox jouant du rock classique, et des pichets de bière bon marché. Nous étions tous épuisés, sales, mais soulagés. Nous étions assis autour d'une table branlante, dévorant des paniers d'ailes de poulet épicées et d'oignons frits graisseux. Le général Rowe a levé son gobelet en plastique de bière. Le bar bruyant a semblé se calmer autour de notre table. Au cerveau de l'opération, a-t-il dit, en me regardant directement. Et d'un seul coup, chaque personne à cette table, officier et engagé confondus, a levé son gobelet et son verre vers moi. Agresse, a crié quelqu'un. Hurrah, a hurlé un autre. Ils ont entrechoqué leur gobelet contre le mien. À ce moment-là, entouré par l'odeur de bière éventée et de friture, je me suis senti plus vu, plus valorisé, plus célébré que je ne l'avais jamais été, dans le salon parfait et immaculé de la maison de mon père. Leur lumière, sincère et inébranlable, m'aidait enfin à voir la mienne. La chaleur de cette nuit au bar, ce sentiment de camaraderie et de respect sincère, me semblait remonter à une éternité. Au moment où mon téléphone a sonné, une semaine plus tard, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif régional était du Maryland. Un œuf froid d'appréhension s'est serré dans mon estomac. Depuis 2 ans, il n'y avait eu que du silence de leur part. Un silence que j'avais pris pour de la paix. J'ai répondu. Grace ? Sa voix était si peu familière, si différente du ton dur et dédaigneux dont je me souvenais. Elle était anormalement chaude, presque sirupeuse. C'était mon père. Grace, je parlais justement au général Fitzwilliam. Il m'a dit que tu faisais un travail exceptionnel, là-bas. Je voulais juste appeler pour te dire que je suis fier de toi. Les mots m'ont frappé avec la force d'un coup physique. Je suis fier de toi. Les 4 mots que j'avais aspiré à entendre toute ma vie. Ma garde, si soigneusement construite, a vacillé pendant une fraction de seconde. Une partie stupide et désespérée de moi, la petite fille qui cherchait encore l'approbation de son père, voulait le croire. Mais l'officier du renseignement chevronné en moi savait mieux. Ce n'était pas un appel. C'était le coup d'envoi d'une campagne stratégique. Il n'a pas attendu longtemps pour révéler son objectif. Écoute, la raison pour laquelle j'appelle. Lucas est en lice pour un poste de commandement majeur, une énorme opportunité pour lui, mais il a besoin d'un plan stratégique vraiment impressionnant pour sceller l'affaire. La première personne à qui j'ai pensé. C'est toi. Personne dans la famille n'a un esprit pour ça comme toi,
Grèce. Et voilà, l'appât. L'éloge n'était pas pour moi. C'était un outil pour obtenir quelque chose de moi. Il n'était pas fier de mon succès. Il le voyait comme une ressource à exploiter pour mon frère. La déception familière et glaciale m'a submergé, éteignant la minuscule lueur d'espoir. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, ma voix plus froide que je ne l'avais prévu. La pression totale a commencé. Le lendemain, un email de Lucas est apparu dans ma boîte de réception. L'objet était simplement « et ». À l'intérieur, il y avait un vague plan d'une page des paramètres de la mission, et un court message. « Et, Grèce, papa a dit que tu pourrais m'aider avec ça. Tu sais, je ne suis pas doué pour les détails. Dis-moi ce que tu en penses. » Ce n'était pas une demande, mais une attente, comme si c'était mon devoir de faire son travail pour lui, d'être à nouveau le nègre de son succès. Le droit décontracté de tout cela m'a fait serrer la mâchoire. Puis est venu l'appel de Déborah. Sa voix était une leçon magistrale de manipulation émotionnelle, mêlée de culpabilité et d'une fausse urgence. « Grèce, ma chérie, a-t-elle commencé, ton père m'a parlé de la merveilleuse opportunité pour Lucas. C'est si important pour la famille, tu comprends. Un albergue a un poste de commandement comme celui-là. Ça nous élève tous. Si tu l'aides à réussir, ça rejaillit sur tout le monde. » Elle a marqué une pause, laissant l'implication flotter dans l'air. Ce n'est pas le moment d'être égoïste, ma chère. On doit tous se serrer les coudes. Égoïste. Le mot était une frappe calculée, conçue pour me faire honte et me pousser à obtempérer. Refuser leur demande serait interprété comme un sabotage actif de l'avenir de la famille. Ils emballaient leur exploitation flagrante dans le langage de l'amour et de la loyauté, transformant le devoir familial en une arme contre moi. Ils voulaient que je retourne dans l'ombre, que j'utilise mon esprit et mes compétences pour garantir que Lucas, l'enfant prodige, puisse continuer à briller. L'acte final de cette performance théâtrale a eu lieu une semaine plus tard. Mon père a pris l'avion jusqu'en Arizona. Il n'a pas demandé à voir mon appartement exigu, ni la base où je travaillais. Il a appelé et m'a invité à dîner au Steakhouse, le restaurant le plus cher et le plus classique de la ville. Le genre d'endroit avec des boiseries sombres, des nappes blanches et des serveurs en gilet noir. Le genre d'endroit où il emmenait des clients importants, jamais sa fille. Le repas a été tendu. Il a fait la conversation, posant des questions superficielles sur mon travail, ses yeux balayant la pièce plus qu'il ne croisait les miens. Puis, alors que le serveur débarrassait nos plats principaux, il a fait son mouvement. Il s'est penché en avant, couvrant ma main de la sienne. Sa peau était sèche et fraîche. « Grèce, a-t-il dit, sa voix un murmure bas et confidentiel. Je sais que je n'ai pas toujours été juste avec toi. Je le vois maintenant. Tu as un don, un esprit brillant. » Il a serré ma main. « Aide Lucas, cette fois. Juste cette fois. Je te promets, après ça, les choses seront différentes. Je me ferai un devoir de veiller à ce que tu obtiennes la reconnaissance que tu mérites. Je passerai quelques appels. Je veillerai personnellement à ce que tout le monde sache de quoi tu es capable. » C'était un discours parfait. Il contenait de la contrition, des éloges et une promesse pour l'avenir. Mais en le regardant dans les yeux, je n'ai rien vu. Aucun remords, aucune fierté sincère. Je n'ai vu que le calcul froid et dur d'un avocat qui conclut une affaire. Ce n'étaient pas des excuses. C'était une négociation. Il essayait d'acheter mon talent avec une promesse qu'il n'avait aucune intention de tenir. À ce moment-là, sous l'éclairage tamisé et coûteux du restaurant, l'ombre de ma famille est de nouveau tombée sur moi. Ce n'était pas une ombre de protection ou d'amour. C'était une obscurité suffocante, une obscurité qui menaçait d'éteindre la lumière même qu'il cherchait maintenant à utiliser. Après ce dîner, j'ai envoyé à mon père un email poli et rédigé de manière professionnelle. Je lui ai dit qu'en raison de mon rythme opérationnel actuel, je ne serais pas en mesure d'aider à la planification stratégique du capitaine Alberg. J'ai utilisé du jargon militaire. J'étais ferme, respectueuse et définitive. Je lui ai dit non. La vengeance a été plus rapide et plus brutale que je n'aurais pu l'imaginer. 3 semaines plus tard, un email anonyme a atterri dans ma boîte de réception. Pas d'objet, pas d'expéditeur que je reconnaissais. Juste un seul lien inquiétant. Mon entraînement me hurlait de ne pas cliquer, mais une terreur froide m'a dit que je devais le faire. Le lien menait à un blog militaire très respecté, The Dispatch.
Le titre disait, dans les coulisses de l'opération Osorn, comment la stratégie audacieuse d'un capitaine a sauvé un bataillon. Mon souffle s'est coupé. Opération Osorn. C'était la mienne. Une mission de contre-insurrection complexe et à haut risque, que j'avais commandée dans une vallée reculée d'Afghanistan, 1 an plus tôt. Une mission qui avait été classifiée jusqu'à récemment. Ma mission. Mes mains ont tremblé en faisant défiler la page. L'article était détaillé, citant des rapports déclassifiés sur la manœuvre de flanquement audacieuse, les frappes de drones de précision, les composantes de guerre psychologique, tous les éléments caractéristiques que j'avais minutieusement conçus et exécutés. Il louait la bravoure peu commune et le génie stratégique du commandant. Mon cœur martelait contre mes côtes, un oiseau piégé et frénétique. J'ai fait défiler plus vite, mes yeux cherchant le nom, le crédit officiel, et puis je l'ai vu. Sous un sous-titre intitulé « Le commandant », il y avait une photo de Lucas, souriant avec confiance dans son uniforme de cérémonie. Le texte disait « La mission était commandée par le capitaine de l'époque, Lucas Alberg, dont le leadership sur le terrain a été déterminant pour son succès. » Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une faute de frappe. C'était un mensonge, imprimé noir sur blanc, pour que le monde entier le voie. Ils n'avaient pas seulement essayé de voler mon avenir. Ils avaient remonté le temps, et volé mon passé. Ils avaient arraché une page de mon dossier de service, une page écrite avec la vie de mes soldats en jeu, et y avaient collé le visage de mon frère. La rage était une chose physique, une poussée brûlante et aveuglante qui m'a laissé étourdi. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon père, mes doigts maladroits de fureur. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix calme et posée. Pourquoi? Le mot a été arraché de ma gorge, un son rauque et étranglé. J'étais au-delà de la raison, au-delà du sang-froid militaire. Pourquoi as-tu fait ça? Il y a eu une longue pause à l'autre bout de la ligne, un silence si profond que c'était un aveu en soi. Quand il a finalement parlé, la chaleur fabriquée avait disparu, remplacée par le venin glacé de sa vraie nature. Grace, sois réaliste, a-t-il dit, sa voix plate et dépourvue d'émotion. La carrière de Lucas en avait besoin. C'est un monde compétitif. Son dossier avait besoin d'une décoration significative pour le mettre sur la voie du commandement. Et mon dossier, ai-je hurlé, ma voix se brisant. Et ma carrière? C'était mon commandement. Ton dossier est très bien, a-t-il dit d'un air dédaigneux. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Tu es une femme dans l'armée. Tu as bien réussi, exceptionnellement bien, mais il y a un plafond. Tu n'atteindras jamais les plus hauts grades. Un homme, si. Lucas, si. C'était la meilleure décision stratégique pour la famille. La meilleure décision stratégique. Le téléphone m'a presque glissé des mains. C'était pire qu'un mensonge. C'était une justification, une philosophie. Il n'admettait pas seulement le vol. Il en expliquait la logique froide et dure. Il me disait que mon sexe était un facteur de disqualification permanent. Que mon ambition, mon talent, mes sacrifices, tout cela était plafonné par une barrière invisible, qui rendait mes réalisations jetables, et le potentiel de son fils illimité. Il ne volait pas seulement ma victoire. Il me disait que j'en étais indigne, en premier lieu. C'était une gifle si profonde, si totalement méprisante de toute mon existence, qu'elle m'a coupé le souffle. J'ai raccroché. Je n'ai pas claqué le téléphone. J'ai simplement laissé ma main tomber. L'appareil a cliqueté sur le sol en stratifie bon marché. Mes jambes ne me tenaient plus. J'ai commencé à faire les 100 pas dans les limites étroites de mon appartement. D'avant en arrière. Un animal en cage. 4 murs. 4 ans à West Point. 10 ans de service. Nuit tardive, matin précoce, vacances manquées. La brûlure sur mon poignet. Le Thanksgiving solitaire. L'effort constant et harassant d'être 2 fois meilleur, juste pour être considéré comme égal. Tout cela, chaque sacrifice, effacé par un article de blog et l'ambition désinvolte et cruelle de ma propre famille. Je me suis arrêté devant le petit miroir de la salle de bain. J'ai vu une femme que je reconnaissais à peine. Son visage était pâle, ses yeux cernés de rouge et creux, d'une douleur si profonde qu'elle semblait ancienne. Mais en regardant dans ses yeux, quelque chose a changé. Le désespoir, le poids écrasant de la trahison, a commencé à se consumer, consumé par autre chose. Un feu de forêt de fureur. Une rage froide,
clair et absolu. Ils avaient pris mon passé. Ils avaient essayé de dicter mon avenir. Ils avaient dévalorisé mon présent. Ils ne m'avaient rien laissé. Et ce fut leur erreur fatale. Un soldat qui n'a rien à perdre est le soldat le plus dangereux de tous. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, et la femme dans le miroir s'est redressée. Le tremblement s'est arrêté. Les larmes ont séché. La douleur a reculé, remplacée par une concentration cristalline. Ils pensaient que j'endurerais cela en silence, comme j'avais enduré tout le reste. Ils avaient tort. Vous allez payer pour ça, ai-je murmuré, ma voix une promesse basse et régulière au reflet dans la vitre. Vous tous. Tout le monde a un point de rupture. Une ligne tracée dans le sable qui, une fois franchie, change tout. C'est ce moment où le coup du silence devient plus grand que le coup du combat. Le moment où vous réalisez que votre propre dignité est plus importante qu'une fausse paix. Dites-moi. Quel a été votre point de rupture? Quel a été le moment qui vous a finalement fait dire assez? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre voix me donne de la force. Et dans le prochain chapitre, nous allons voir exactement ce qui se passe quand cette force est enfin déchaînée. Le feu de forêt de la fureur s'est calmé, se transformant en braise chaude et incandescente de résolution. La tempête émotionnelle a cédé la place à la concentration froide et claire d'un officier du renseignement. Ma mission n'était plus en terre étrangère. Elle était ici. Et chaque mission commence par la collecte de renseignements. Je savais que les dossiers militaires officiels, surtout ceux de niveau classifié, ne pouvaient pas être modifiés sans laisser de traces. Mon père, malgré toute sa ruse juridique, était un civil. Il ne comprenait pas les empreintes numériques laissées dans les systèmes sécurisés. Moi, si. Pendant les 48 heures suivantes, j'ai à peine dormi. Poussé par le café noir et une sombre détermination, j'ai utilisé toutes les compétences en cyberforensique que je possédais. Je n'étais pas seulement un soldat. J'étais une analyste formée. J'ai navigué dans le labyrinthe des archives sécurisées du Pentagone, mes doigts volant sur le clavier, exécutant des requêtes complexes en ligne de commande. Mon cœur battait à un rythme régulier et rythmé contre mes côtes, non pas de peur, mais de l'excitation de la chasse. Et puis, à 3 heures du matin, la deuxième nuit, je l'ai trouvé. Le journal administratif des fichiers relatifs à l'opération Hawthorne. Les métadonnées ne mentaient pas. C'était une chronologie parfaite et incorruptible. Elle montrait le nom de fichier du rapport d'après-action original, Aero-Hawthorne 253 Intowalberg.g. Soumis par moi, à la bonne date. Et puis, elle montrait une autre entrée, datée de 5 mois plus tard. Une modification. Une dérogation au niveau administrateur. Mon souffle s'est coupé alors que je traçais l'origine de la commande. L'adresse IP n'était pas d'un domaine .1000. Elle n'était pas du Pentagone, ni d'aucune installation militaire. J'ai effectué une recherche rapide. L'adresse a été résolue sur un serveur commercial, enregistré au nom d'une entité privée. Un sentiment maladif de terreur et de triomphe m'a envahi, alors que le nom apparaissait sur mon écran, en lettres blanches et nettes, Alberg & Associates, LLC. Mon père. Depuis le serveur de son propre cabinet d'avocat. Ce n'était pas un complot impliquant des officiers de haut rang. C'était un simple acte de trahison domestique. Une vague de quelque chose qui ressemblait à une jubilation nauséeuse m'a traversé. C'était ça. La preuve numérique irréfutable. Mais un fichier journal ne suffisait pas. J'avais besoin de quelque chose de plus tangible, de quelque chose d'indéniable. J'avais besoin du document original. Des années d'entraînement m'avaient inculqué une paranoïa profonde, une habitude de redondance personnelle. Je n'ai jamais fait confiance à un seul système. Je sauvegardais tout. Je suis allé à la vieille malle de pied cabossée, au fond de mon placard, celle qui m'avait suivi de base en base. J'ai soulevé le lourd couvercle, l'odeur de toile et de vieux cuir remplissant l'air. Sous un uniforme de cérémonie soigneusement plié et mes vieux manuels de terrain, il était là. Un petit disque dur externe crypté noir. Mon archive personnelle. Mes mains étaient stables alors que je le branchais sur mon ordinateur portable. J'ai tapé la longue et complexe phrase de passe, une combinaison de l'anniversaire de ma grand-mère et des coordonnées de mon premier poste de commandement. Le disque s'est animé. J'ai navigué jusqu'au bon dossier, et là, intact depuis plus d'1 an, se trouvait le fichier nommé exactement comme il apparaissait dans le journal original. J'ai cliqué pour l'ouvrir.
Mon rapport original est apparu à l'écran, exactement comme je l'avais écrit. Ma signature numérique était en bas. Mes cartes tactiques, avec ma propre écriture dans les marges, étaient toutes là. Et plus important encore, l'annexe C, une analyse détaillée de 12 pages de la manœuvre de flanquement de dernière minute sur la crête sud. Le mouvement décisif qui avait brisé la ligne ennemie et sauvé tout le bataillon. Le mouvement que Lucas ne savait même pas que j'avais autorisé, avant qu'il ne soit terminé. J'avais mon arme. J'ai immédiatement commencé à créer plusieurs sauvegardes sécurisées, sur différents serveurs cloud, sur une nouvelle clé USB. Il ne pourrait plus jamais effacer ça. Alors que je téléchargeais le dernier fichier, mon téléphone a vibré. C'était le général Rowe. Gress, a-t-il dit, sa voix sombre. Je viens de lire un article sur le fait que Lucas est crédité pour Hawthorne. C'est un tas de. Et toi et moi savons que c'est faux. Tout le 3e bataillon sait qui était à la radio ce jour-là. Nous savons quels ordres nous suivions. Il a fait une pause. J'y étais. Je témoignerai en un clin d'œil. Si tu as besoin d'un témoin, tu en as un. Je le dirai sous serment devant n'importe quelle commission d'enquête. Ces mots ont été la dernière pièce de munition dont j'avais besoin. La confirmation que je ne me battais pas contre un fantôme. Je n'étais pas seul. J'ai laissé échapper une lente expiration que je ne réalisais pas que j'avais retenue. La résolution froide dans mes veines s'est solidifiée en glace. Merci, général, ai-je dit, ma voix étrangement calme. J'apprécie cela plus que vous ne l'imaginez. Mais je ne pense pas que j'aurai besoin d'une salle d'audience. J'ai fait une pause, regardant les fichiers disposés sur mon écran, mon arsenal. Je vais régler ça sur un autre genre de scène. La scène était plantée à West Point. Le théâtre Eisenhower Hall était bondé de cadets dans leur grand uniforme gris, d'officiers décorés, d'anciens élèves influents et de la presse militaire. L'air même bourdonnait de tradition et de prestige. C'était l'endroit où j'avais obtenu mon diplôme seul, une femme invisible dans une mer d'hommes célébrés. Aujourd'hui, je ne serai pas invisible. Je suis arrivé, non pas en tant qu'invité, mais en tant que commandant entrant sur un champ de bataille. Cette fois, je n'étais pas seul. Ma grand-mère, Margaret, marchait à mes côtés. Sa posture royale, sa présence une force indéniable. Elle portait une robe bleu marine simple mais élégante, un collier de perles à son cou. Elle était mon renfort. Comme prévu, mon nom n'était pas sur la liste des invités à l'entrée principale. Un jeune capitaine à l'air nerveux s'est avancé pour nous barrer le passage, un presse-papier à la main. « Madame, je ne semble pas avoir votre nom ici. » Avant que je puisse parler, ma grand-mère a rencontré son regard, d'un regard fixe qui aurait pu geler de l'acier. « Capitaine, a-t-elle dit, sa voix calme mais portant une autorité qui l'a fait se redresser. Regardez attentivement l'insigne de grade sur son épaule. C'est le lieutenant-colonel Gress Alberg. Elle a plus le droit d'être dans cette salle que quiconque sur votre liste. Maintenant, allez-vous vous écarter, ou devons-nous avoir une conversation avec votre officier commandant? Le jeune capitaine a pâli, a balbutié des excuses, et a pratiquement trébuché sur lui-même pour nous laisser passer. Un murmure a parcouru la foule assemblée dans le hall, alors qu'ils nous voyaient. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi, sur mon uniforme, sur la détermination de ma mâchoire. Nous ne nous sommes pas arrêtés pour nous mêler à la foule. Nous avons marché avec détermination, directement dans l'auditorium principal. Le premier rang était réservé. Une petite pancarte de bon goût indiquant réservé à la famille Alberg placée au bout du siège. Mon père, ma belle-mère et Lucas étaient déjà assis, s'imprégnant de l'atmosphère. Le visage de Déborah, couronné d'un sourire triomphant, s'est figé quand elle nous a vus. L'expression de mon père s'est crispée en un masque d'incrédulité. J'ai descendu l'allée, le son de mes talons bas cliquant délibérément sur le sol poli. Je me suis arrêté à le ranger. Sans un mot, j'ai rencontré le regard de mon père, puis je me suis assise sur le siège vide, juste à côté de lui. Ma grand-mère s'est assise à côté de moi. Échec et mat. Le jeu avait commencé. La cérémonie a commencé. Des discours ont été prononcés. Des éloges ont été chantés. Et puis ce fut le tour de Lucas. Il s'est dirigé vers le pupitre, l'image même d'un héros américain moderne. Il était beau, confiant et totalement frauduleux. Il a commencé son discours, sa voix douce et exercée, racontant des récits de bravoure de l'opération Hawthorne. Mes récits.
Il a parlé de la décision difficile d'exécuter la manœuvre de flanquement, une décision que j'avais prise alors qu'il était à des kilomètres de là. Il a parlé de l'utilisation innovante des opérations psychologiques, une stratégie que j'avais conçue au cours de Nuit Blanche. Derrière lui, sur un immense écran de projection, un diaporama a commencé. La première image était une carte tactique de la vallée d'Osorn. C'était une carte que je connaissais intimement. J'avais moi-même dessiné les superpositions initiales. Il a utilisé un pointeur laser pour tracer les itinéraires, ces mots un écho parfait des miens, du briefing de mission originale. J'ai senti une fureur froide et calme s'installer en moi. Et puis, ma propre contre-offensive silencieuse a commencé. En bas à droite de la carte, une ligne de texte est apparue, petite mais claire. Architecte stratégique, LTCG Alberg. Un faible murmure a parcouru la première moitié de l'auditorium. Lucas, pris au milieu d'une phrase, a vacillé. Ses yeux se sont tournés vers l'écran, un éclair de confusion traversant son visage. Il a essayé de se reprendre, de l'ignorer, passant à la phase suivante de son histoire. La diapositive a changé pour un organigramme complexe détaillant les protocoles d'escalade de la menace. Et là, c'était de nouveau là, en bas. Autorisation finale sur le terrain, G. Alberg. Les murmures se sont faits plus forts. Ce n'était plus seulement quelques personnes. C'était une vague de chuchotements confus. Sur scène, Lucas était visiblement troublé. Le flot confiant de son discours s'est brisé. Il a commencé à bégayer, perdant le fil du récit qu'il avait mémorisé, mais jamais vraiment compris. Ses yeux se sont tournés vers le côté de la scène, cherchant l'équipe technique. Un regard désespéré et paniqué sur son visage. Il savait. Il savait qu'il perdait le contrôle. Le visage de mon père était cendré, ses jointures blanches là où il agrippait la coudoir. Déborah avait l'air d'avoir avalé du poison. Juste au moment où le silence de Lucas sur scène devenait péniblement gênant, le général Rowe, qui devait prononcer la dernière décoration, s'est levé et s'est dirigé vers le micro secondaire sur la scène. Il était calme, sa présence imposante, captant l'attention immédiate de toute la salle. Les chuchotements se sont tus instantanément. Mesdames et messieurs, a commencé le général Rowe, sa voix grave et résonnante, remplissant l'auditorium silencieux. Veuillez pardonner l'interruption. Il semble que nous ayons une erreur administrative dans le programme, que je me sens obligé de corriger pour le compte rendu officiel. Il a laissé les mots flotter dans l'air, une pause magistrale qui a attiré tous les regards dans la pièce. Lucas se tenait figé au pupitre, un cerf pris dans les phares. La brillance tactique de l'opération Osorn a été à juste titre louée ce soir, a poursuivi le général, son regard balayant l'auditoire. Le courage des soldats sur le terrain était sans égal. Mais le véritable architecte de cette victoire, le commandant qui a conçu la stratégie et a porté la responsabilité ultime de son exécution, est assis parmi nous aujourd'hui. Le silence dans la salle était absolu. C'était si silencieux que je pouvais entendre le bourdonnement des projecteurs de la scène. Le général Rowe s'est légèrement tourné, ses yeux trouvant les miens au premier rang. Il m'a fait un signe de tête à peine perceptible. Alors je vous demande à tous de bien vouloir vous lever, a-t-il déclaré, sa voix s'élevant avec puissance, alors que nous reconnaissons, correctement et officiellement, le véritable officier commandant de l'opération Osorn. Un véritable héros et l'un des plus brillants esprits stratégiques de l'armée des États-Unis, le lieutenant-colonel Gress Alberg. Pendant un battement de cœur, il n'y a eu rien. Et puis, tout l'auditorium a éclaté. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était une ovation tonitruante et rugissante. Une vague spontanée de respect et de reconnaissance qui m'a submergé. Tout le corps des cadets était debout. Les officiers, les anciens élèves, ils se sont tous levés, leurs mains s'unissant dans un son puissant et unifié. Des flashs d'appareils photo ont explosé depuis la section de la presse, créant une constellation de lumières blanches aveuglantes. Lentement, la main de ma grand-mère sur mon bras, je me suis levé. Je me suis retourné et j'ai regardé ma famille. Lucas était paralysé, son visage un masque de choc pâle et humilié. Déborah regardait droit devant, sa façade parfaite brisée. Et mon père. Mon père avait l'air vieux et vaincu. À ce moment-là, sous l'éclat total et non filtré des projecteurs, il a enfin compris. Ils avaient perdu. J'ai soutenu leur regard pendant un long moment, les laissant me voir vraiment, pour la première fois. Non pas comme la pensée après coup, non pas comme le personnage secondaire,
mais comme le commandant de ma propre histoire, debout au centre de la scène qui était légitimement la mienne. Les applaudissements tonitruants se sont estompés, remplacés par le silence étouffant d'une salle d'attente privée en coulisses. L'adrénaline qui avait parcouru mes veines quelques instants auparavant s'est maintenant dissipée, laissant derrière elle un épuisement profond, ancré jusqu'aux os. Le général Rowe avait arrangé pour que nous utilisions cette pièce, une courtoisie pour éviter la presse. C'était un espace stérile et impersonnel, mais il servirait de champ de bataille final. Ils ont été escortés quelques minutes plus tard. Non plus un front uni et fier, mais 3 individus vaincus et séparés. Ma grand-mère, Margaret, se tenait silencieusement près de la porte, une gardienne stoïque, s'assurant que cette confrontation ne serait pas interrompue. Déborah a parlé la première, son visage un désordre de larmes de crocodile et de maquillage ruiné. La performance n'était pas encore terminée. « Comment as-tu pu, Grace » a-t-elle sangloté, sa voix épaisse d'une angoisse fabriquée. « Comment as-tu pu faire ça à ta famille, devant tout le monde ?» L'humiliation. Je l'ai regardé, mon expression indéchiffrable. Les appels émotionnels qui fonctionnaient autrefois sur moi étaient maintenant inutiles. « Une famille » ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. « Est-ce ce que nous sommes ?» Une famille n'efface pas systématiquement l'un des siens pour en élever un autre. Une famille ne commet pas de fraude pour protéger un ego fragile. J'ai fait glisser une copie soigneusement imprimée des journaux du serveur sur la table polie. Elle a atterri devant elle avec un son doux et définitif. Ce n'était pas une erreur, Déborah. C'était un complot, et vous en faisiez partie. Ses pleurs ont cessé instantanément. Ses yeux se sont tournés vers le papier, ont vu le nom du cabinet d'avocat de mon père, et son visage s'est affaissé, sous un choc authentique. Elle n'avait plus de réplique dans cette pièce. Mon père s'est avancé, son visage un masque sinistre. Il a essayé de reprendre le contrôle, se rabattant sur la seule chose qui lui restait, la fanfaronnade. « C'est une honte » a-t-il sifflé. « Tu as déshonoré le nom des Halberg. » Un petit rire amer m'a échappé. Le nom des Halberg. J'ai rencontré son regard furieux s'ensiller. « Tu parles d'honneur ? Ton honneur est mort le jour où tu as décidé que mes réalisations étaient à toi, pour que tu les donnes. Il est mort au moment où tu as mis l'ambition de ton fils avant la vérité de ta fille. » Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai levé la main, le réduisant au silence. La dynamique du pouvoir dans la pièce avait irrévocablement changé. J'étais aux commandes, maintenant. Lucas était le dernier. Il n'a même pas essayé d'entrer dans la pièce. Je l'ai trouvé plus tard, debout dehors, près des terrains de parade, l'endroit où tout avait commencé. Une bruine froide et régulière avait commencé à tomber, trempant les épaules de son uniforme de cérémonie. Il avait l'air petit, vaincu. La façade du garçon en or s'était effondrée, laissant derrière elle un homme que je reconnaissais à peine. « Grace » a-t-il marmonné, sans me regarder. « Je suis désolé. »« Désolé pourquoi, Lucas » ai-je demandé, ma voix vide de colère. Seulement une vaste et lasse tristesse. Désolé de l'avoir fait, ou désolé d'avoir été pris. Il m'a enfin regardé, ses yeux remplis d'un mélange pathétique de honte et d'apitoiement. « J'étais un lâche » a-t-il murmuré, la pluie lui collant les cheveux au front. J'avais peur. Peur que si tout le monde savait à quel point tu étais brillante, je disparaîtrais, c'est tout. Je n'importerais plus. Je regardais mon frère, l'homme que j'avais autrefois idolâtré, celui que j'avais protégé toute ma vie, et je n'ai rien ressenti. La haine, la rage, tout avait disparu, remplacé par un profond sentiment de pitié. Ce n'était pas un monstre. Il était juste faible. Le pardon n'est pas quelque chose que je peux simplement te donner, Lucas, ai-je dit doucement. C'est quelque chose que tu dois mériter. Tu peux commencer par rendre ce qui ne t'appartient pas. Je n'ai pas attendu de réponse. Je lui ai tourné le dos, et je me suis éloigné, le laissant seul avec sa conscience et la froide pluie de novembre. Je suis retourné dans la salle d'attente pour récupérer ma grand-mère. Mon père et Déborah étaient toujours là, debout dans un silence stupéfait. C'était le débriefing final. À partir de ce jour, ai-je dit, ma voix claire et finale, chaque mot une pierre soigneusement placée, construisant un nouveau mur entre nous. Le nom Halberg n'est pour moi rien de plus qu'un nom sur un acte de naissance. Ce n'est pas ma famille. Ce n'est pas mon identité. J'ai regardé mon père, puis sa femme. Ne m'appelez pas. N'écrivez pas. N'essayez pas de me trouver.
Notre relation, ce qui en restait, s'est terminé au moment où vous avez décidé que je n'étais pas assez bien, parce que j'étais une femme. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La finalité silencieuse des mots était plus puissante que n'importe quel cri. Je me suis retourné, j'ai pris le bras de ma grand-mère, et nous sommes sortis de la pièce, du théâtre, et de l'air propre et lavé par la pluie. J'ai pris une profonde inspiration. L'air était froid et vif dans mes poumons. C'était comme la première vraie respiration que je prenais depuis des années. Il y avait une douleur sourde de perte, le deuil d'une famille que j'avais souhaité, mais que je n'avais jamais vraiment eu. Mais cette douleur était éclipsée par un immense et exaltant sentiment de libération. Le poids de leurs attentes, de leurs déceptions, de leurs trahisons, tout avait disparu. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus enchaîné à leur ombre. J'étais libre. La liberté que j'ai ressentie en sortant de cette salle était vaste, presque terrifiante dans son absence de limite. Pendant si longtemps, ma vie avait été définie par la lutte contre le récit de ma famille. Maintenant, ce combat était terminé. Mais la liberté sans but n'est qu'une autre forme de prison. Je savais que je ne pouvais pas simplement reprendre ma vie comme elle était. La victoire à West Point n'était pas une fin. Elle devait être un commencement. L'histoire de ce qui s'est passé à Eisenhower a provoqué une onde de choc dans la communauté militaire. J'ai été inondé de messages, certains d'anciens collègues, beaucoup d'inconnus. Mais je ne voulais pas être un symbole de vengeance. Je voulais être un catalyseur de changement. Avec les sages conseils de ma grand-mère et le soutien logistique du général Rowe, j'ai canalisé l'énergie de ce moment en action. Nous avons créé une fondation. Nous lui avons donné un nom qui était à la fois un honneur et un acte de défi. L'initiative Margaret Alberg pour les femmes dans la défense. Lors de l'événement de lancement officiel à Washington, D.C., qui s'est tenu dans une salle remplie de cadettes aspirantes, d'officiers chevronnés et de membres du Congrès solidaire, je me suis de nouveau tenu à un pupitre. Cette fois, je ne me battais pas pour ma propre histoire. Je me battais pour la leur. J'ai regardé la mer de visages brillants et déterminés, et je me suis vu en chacun d'eux. L'héritage, leur ai-je dit, ma voix stable, n'est pas quelque chose dont on hérite. C'est quelque chose que l'on construit, brique par brique douloureuse. Votre nom ne vous définit pas, vos actions le font. J'ai marqué une pause, laissant les mots s'imprégner. Le nom Alberg était autrefois, pour moi, un symbole d'un plafond que l'on m'a dit que je ne pourrais jamais briser. Aujourd'hui, nous en faisons un symbole des outils que nous utiliserons pour briser ces plafonds, pour tout le monde. Le nom qui avait été ma prison était devenu ma plateforme. Dans les mois qui ont suivi, j'ai trouvé une manière plus calme et plus personnelle de guérir. J'ai commencé à écrire. Au début, ce n'était que des notes, des fragments de mémoire. Mais bientôt, c'est devenu une mission en soi. J'ai écrit mes mémoires, un processus qui a ressemblé à une bataille finale avec les fantômes de mon passé. J'ai affronté chaque souvenir douloureux, chaque affront, chaque moment de désespoir. Non pas en tant que victime racontant ses blessures, mais en tant que survivante cartographiant ses cicatrices. J'ai donné au livre un titre que ma grand-mère m'avait inspiré des années auparavant, dans ce restaurant. Commandé sans permission. À mon grand étonnement, le livre est devenu un best-seller national. Mais le véritable impact n'était pas dans les chiffres de vente. C'était dans les lettres. Elles sont arrivées par milliers, de tout le pays. Elles provenaient d'hommes et de femmes, de soldats et de civils qui s'étaient également sentis comme l'enfant oublié, l'employé négligé, le conjoint sous-estimé. Un ouvrier d'usine à la retraite de l'Ohio a écrit que mon histoire lui avait donné le courage d'affronter enfin son frère, qu'il avait spolié de l'entreprise de leur père. Une jeune avocate de Chicago a dit qu'elle avait lu un passage de mon livre à ses partenaires, avant de plaider avec succès pour sa promotion. J'ai lu chaque lettre, souvent avec des larmes aux yeux. C'étaient des histoires de résilience silencieuse, d'injustice quotidienne affrontée avec un courage retrouvé. J'ai réalisé que ma guerre n'avait pas été la mienne seule. Elle avait été la guerre privée et silencieuse d'innombrables autres. En partageant mon histoire, j'avais trouvé une communauté. Dans leurs histoires, j'ai trouvé les dernières pièces de ma propre guérison. 1 an plus tard, je me suis retrouvé à West Point. La boucle était maintenant bouclée. L'air vif de l'automne était rempli des sons de la fanfare militaire et des cris fiers des familles. Cette fois, je n'étais pas une diplômée solitaire à la recherche d'un visage familier. J'étais sur la tribune d'honneur, l'oratrice invitée pour la promotion diplômée. Je me tenais au pupitre,
regardant la longue ligne grise des cadets, une mer d'uniformes impeccables et d'avenir prometteur. C'était l'endroit même où j'avais autrefois été, invisible et le cœur brisé. Alors que je prononçais mon discours, parlant non pas de tactique ou de guerre, mais d'intégrité et du courage de définir son propre honneur, mes yeux ont balayé la foule, et je l'ai vu. Debout, près du fond, partiellement obscurci par un vieux chêne, se trouvait Lucas. Il était en civil, un simple polo et un pantalon. Il n'était plus un soldat. Il se tenait juste là, à écouter. Quand j'ai fini et que les applaudissements ont commencé, il a applaudi aussi. Nos regards se sont croisés à travers le terrain pendant un bref instant fugace. Il n'y avait pas d'animosité, pas de grande réconciliation. Il n'y avait qu'une reconnaissance silencieuse et tacite. Il n'applaudissait pas pour moi, sa sœur. Il applaudissait pour ce que je représentais maintenant. Et en cela, il y avait une étrange sorte de conclusion paisible. Après les discours, mon dernier devoir était de présenter le certificat de commission à l'un des meilleurs cadets diplômés. Alors que j'appelais son nom, une jeune femme est montée sur scène, le dos droit comme un i, ses yeux brillants du même feu que je me souvenais avoir eu en moi. Alors que j'épinglais les barrettes d'or d'un sous-lieutenant sur son uniforme, je me suis penché et j'ai chuchoté, ne demande jamais la permission de commander. Elle m'a regardé, un éclair de compréhension dans les yeux, et un sourire déterminé à toucher ses lèvres. Non, madame, a-t-elle dit. Je ne le ferai pas. Je me suis reculé, un sentiment de contentement profond s'installant sur moi. J'avais trouvé mon but. Il n'était pas dans les batailles que j'avais gagnées, mais dans les futurs leaders que je pouvais aider à forger. Mon aube ne m'a pas été donnée. Je l'ai faite moi-même.